Vous êtes live, bon échange. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie en tant qu'administratrice sport. Alors, je ne sais pas si on a entendu le début, donc je vais redémarrer. On sait jamais. Bonjour à toutes et tous. Je suis ravie en tant qu'administratrice Sportsora d'introduire cette septième webconférence. Après trois webinaires sur l'écosystème digital du sport, deux sur les marques dans le monde d'après et un sur la relation marque et ayant droit pendant le confinement, nous allons aujourd'hui relancer notre commission engagement responsable qui devait se tenir initialement le 17 mars. Le sport a toujours été un terrain de jeu pour s'engager. Au-delà du soutien des grands messes du sport ou des athlètes, ces attributs santé, inclusion, mixité, éducation en font un outil formidable. Mais aujourd'hui, nous exigeons collectivement plus des événements que nous suivons ou auxquels nous participons, des clubs et des fédérations auxquels nous adhérons et des marques sponsors. Nous rassemblons chez Sportsora toute cette typologie d'acteurs avec 230 entités membres, annonceurs, détenteurs de droits, agences, médias, etc. Et au travers de la commission engagement responsable, nous souhaitons vous faire travailler ensemble pour progresser et avoir un impact positif sur notre écosystème. Sportsora a déjà travaillé sur le sujet du sponsoring responsable par le passé, mais on a décidé de relancer cette commission et on a eu raison apparemment puisque vous avez été 230 à vous inscrire à cette webconférence sur l'éco-responsabilité. C'est un record. Donc, c'est bien que le sujet est dans toutes les organisations et on est là évidemment pour avancer avec vous dans cette direction. Xavier Parenteau faisait partie de l'aventure à l'époque de la première commission sponsoring responsable de Sportsora. Il est toujours avec nous et il a depuis co-créé Eric Conseil, qui est une agence spécialiste de l'éco-responsabilité dans le sport, mais pas que, puisque tu travailles aussi, Xavier, pour des festivals et donc dans l'univers également de la culture. Xavier a accepté d'animer cette webconférence et va nous présenter les différents intervenants que vous voyez autour de moi. Merci Xavier, merci à tous d'être ici pour témoigner. Merci Céline, et puis merci à Bisport de nous accueillir pour ce rendez-vous hebdomadaire. Alors vous avez d'ailleurs, vous êtes inscrit à la plateforme et vous avez un chat accessible à travers cette plateforme. Il suffit de vous inscrire à Bisport et vous pouvez poser vos questions. On essaiera de les prendre au fur et à mesure de nos échanges. D'autre part, le replay de ce webinaire sera disponible après sur les sites de Bisport et de Sportsora. Voilà, alors comme le disait Céline, on a une expérience dans la culture, les événements professionnels et le sport. Et à l'instar des acteurs de la musique et de l'événement professionnel, voilà plus d'une dizaine d'années que le secteur du sport, plus particulièrement en France d'ailleurs, s'engage dans des démarches d'éco-responsabilité. On entend aussi sport responsable, RSE, développement durable. Alors ce mouvement de fond, il est cadré depuis 2009 par un engagement du ministère des Sports au travers notamment la stratégie nationale de transition écologique vers un développement durable du sport. Et très concrètement, ça se traduit par des outils d'engagement pratico-pratiques dont pas mal d'entre vous ont entendu parler, en tout cas beaucoup d'organisateurs et de gestionnaires de lieux, qui s'appellent les chartes des 15 engagements éco-responsables, soit des organisateurs, soit des gestionnaires. Ces outils, la stratégie nationale de développement durable du sport et les chartes, vous les retrouverez en ligne évidemment sur le site du ministère notamment. Ils font aujourd'hui référence dans le secteur, mais largement au-delà de nos frontières d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans l'éco-responsabilité? L'alimentation, les achats responsables, l'économie circulaire, la maîtrise des consommations d'eau, d'énergie, la mobilité durable, la préservation de l'environnement et de la biodiversité, nous en parlerons aujourd'hui, mais aussi l'accessibilité et la promotion de l'égalité homme-femme et de la diversité. Tous ces thèmes, et bien d'autres encore, constituent des axes prioritaires dans ces chartes et plus largement dans les démarches éco-responsables. Autrement dit, l'éco-responsabilité, c'est un sujet vaste, à 360 degrés. C'est devenu un sujet de management, c'est stratégique désormais, et c'est un incontournable qui intègre aussi bien les enjeux liés à l'environnement, à la société ou à l'économie.
Alors, comment améliorer le rayonnement d'un sport et de ses événements tout en maîtrisant et en limitant ses impacts? Comment continuer à faire du sport et des événements dans un monde bousculé de toutes parts? Ou comment le sport peut-il contribuer à la transition écologique nécessaire de nos sociétés? Enfin, comment conserver l'acceptabilité de la pratique d'un sport aux yeux des publics et de toutes ces différentes parties prenantes? Alors moi, mon niveau de réponse, c'est de dire que c'est un peu l'affaire de tous. Ce n'est pas seulement l'affaire de l'État et de la réglementation, c'est aussi celle des fédérations, des organisateurs, des territoires d'accueil, des prestataires, des lieux de pratique, des partenaires et des sponsors. Chacun dans son périmètre de décision et d'influence doit et peut agir, et nous le voyons tous les jours d'ailleurs, c'est dans la synergie entre organisateurs, partenaires, sponsors, territoires, bref, entre toutes les parties prenantes, qu'on crée de la valeur, d'une part, et qu'on donne du sens à l'ensemble du sport ou de l'événement concerné, et qu'on contribue à prévenir les risques et à engager la transition nécessaire. Alors, chaque acteur du sport peut aussi, aller au-delà de sa pratique, contribuer à donner un sens et une mission à ses activités. On parle beaucoup d'entreprises à mission en ce moment et de raison d'être, et le sport n'y échappe pas. Alors, pour illustrer l'étendue de ces enjeux, de l'éco-responsabilité, dans le sport plus particulièrement, mais aussi pour illustrer la multiplicité des acteurs et de façons de faire, nous allons passer ce temps ensemble au travers 4 témoignages. Dans un premier temps, la parole d'un sponsor avec Amel de la Française des Jeux qui nous illustrera le lien entre les engagements RSE de la Française des Jeux et la vision du sponsoring de la Française des Jeux. On enchaînera ensuite avec Gérard pour la Fédération française de golf qui nous racontera l'histoire de l'engagement de la fédération face aux enjeux climatiques et biodiversité, mais aussi nous parlera de sa feuille de route actuelle et à venir. Ensuite, nous avons la chance d'avoir la possibilité d'avoir la vision d'une ONG, le WWF, au travers la parole de Maëlle. WWF qui est partenaire des acteurs du sport depuis plusieurs années. Maëlle nous parlera notamment des liens entre l'économie du sport et des enjeux environnementaux et de biodiversité. Et nous conclurons avec le regard jeune et innovant de Laura et Clémence du Lab Sportsora. Alors Laura dirige une start-up Illycoach. Illycoach, c'est une solution de bien-être en entreprise. Et Clémence travaille à la Maïf au service stratégie et développement du sport. Au travers leur regard, elles nous feront part de leur vision sur le sujet, des échanges qui auront lieu aujourd'hui. Le principe du Lab Sportsora, c'est notamment d'engager les jeunes talents du sport business et d'accompagner le renouvellement du secteur, de ses tendances et de ses acteurs. Voilà, je vous propose de commencer avec le témoignage d'Amel sur le pourquoi et le comment la FDJ s'engage sur les terrains de sport. Alors Amel, merci d'être là. Et, merci. Ma première question serait, quelle est l'approche de la FDJ en matière de sponsoring et d'engagement? Merci Xavier, bonjour à tous. Effectivement, FDJ, c'est un partenaire de longue date du sport. Je pense que la plupart des gens qui nous écoutent le savent et a toujours eu, on va dire, une approche très militante. Alors c'est vrai que c'est un mot un peu à la mode aujourd'hui, je ne le dis pas pour nos camarades de la Maïf, mais on a toujours eu effectivement une approche assez militante, du rôle du sport dans la société et aussi des valeurs qu'il porte. On a toujours abordé le sport et on va dire nos engagements dans le sport comme un levier assez fort de transformation de la société. Transformation évidemment positive. C'était une approche qui était plutôt pionnière puisqu'on a initié cette approche à la fin des années 90 quand on est devenu propriétaire d'une équipe cycliste. Donc, on est devenu propriétaire d'une équipe cycliste en 97. Donc, 97, c'était un an avant 98. J'aurai l'occasion d'en parler un peu plus tard. 98, c'est l'affaire Festina pour les plus jeunes. Et donc, à l'époque, on était ce qu'on appelait un sponsor engagé. C'est aujourd'hui ce qu'on appelle un sponsor responsable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la présence de notre marque, en fait, la manière dont notre marque était engagée dans le sport, allait au-delà de la visibilité sur un événement, sur un maillot, sur une tenue sportive, et qu'effectivement, c'était une illustration aujourd'hui de ce qu'on appelle notre raison d'être, puisque notre raison d'être va être adoptée normalement par notre Assemblée générale la semaine prochaine. Mais voilà, c'était une illustration des engagements solidaires et sociétaux que l'entreprise a toujours portés. Donc, on va dire une approche assez pionnière il y a 20 ans et qui aujourd'hui est heureusement davantage normalisée. Et alors, comment, du coup, tu parles de raison d'être, je l'évoquais aussi en introduction, c'est quelque chose qu'on voit apparaître chez tous les opérateurs économiques et organisations publiques au sens large.
comment est pilotée la relation entre la démarche, la raison d'être, la RSE de la FDJ et le sponsoring chez vous? Il y a pas de en fait, il n'y a pas de pilotage. C'est-à-dire que nous, la direction de la RSE et plus globalement la politique, la démarche RSE de l'entreprise, elle irrigue absolument toutes les activités, que ce soit ces activités économiques, son cœur de métier, mais également tous ces autres engagements. Donc, il n'y a pas d'un côté une politique RSE et de l'autre une politique sponsoring. Les deux sont évidemment intimement liés. Et la raison d'être, qui est, on va dire, le cadre, ce qu'est vraiment l'entreprise et les impacts positifs qu'une entreprise peut avoir sur la société, bien évidemment que ce que l'on fait dans le sport est le reflet de cette raison d'être. D'accord. Donc, tu as évoqué des enjeux d'éthique, de dopage, de sport féminin. Ça, c'est la partie enjeu, c'est la posture vision. Mais comment ça s'illustre concrètement sur le terrain pour vous? Effectivement, nous, notre responsabilité, il y a 2 exemples, enfin même 3 exemples assez concrets. Le premier, c'est ce que je disais tout à l'heure en introduction, c'est qu'on va dire que le vaisseau amiral de notre politique sponsoring, c'est l'équipe cycliste, et qu'on est devenu propriétaire de cette équipe cycliste à un moment où le dopage éclaboussait ce sport. Et donc, je pense qu'à l'époque, je n'y étais pas, mais l'entreprise s'est effectivement beaucoup posé de questions sur la pérennité de cet engagement, mais elle a décidé d'y rester et d'adopter une démarche assez proactive, auprès de l'équipe cycliste, avec un certain nombre de garde-fous contractuels et qui permettaient, on va dire, de préserver l'intégrité de cette équipe, et puis aussi une démarche proactive auprès des parties prenantes, parce que ce que tu disais en introduction, c'est que cette responsabilité-là, elle n'est efficace que si elle est collective, c'est-à-dire que ça ne relève ni de la responsabilité à 100% des pouvoirs publics, ni des détenteurs de droits, ni des partenaires, mais c'est bien une responsabilité collective. Donc nous, on le fait avec aussi beaucoup d'humilité, parce que c'est pas une entreprise qui peut, bien évidemment, une entreprise sponsor avec toute la sincérité et la bonne volonté qu'elle peut avoir, qui peut révolutionner, mais chacun à notre mesure, effectivement, on peut contribuer à, on va dire, générer et développer des impacts positifs. Et donc, effectivement, on a eu toute une démarche proactive en matière de lutte contre le dopage auprès des parties prenantes. On a été à l'initiative d'un certain nombre de chartes des sponsors, la création du mouvement pour un cyclisme crédible pour ceux qui connaissent. Et donc, on avait cette approche on avait le devoir de se mêler. On avait un président qui disait à l'époque, on a le devoir de nous mêler de ce qui nous regarde, en fait. Donc, en respectant bien évidemment tout ce qui relevait de la stratégie sportive, mais pour nous, c'était aussi très important. Et en fait, cette fidélité à nos engagements depuis 30 ans, la durée de ces engagements aussi, et cette logique de preuve a fait qu'il y a eu, on a assez peu subi, on va dire, il y a eu très peu d'impact sur l'image de l'entreprise, même pas du tout, d'impact sur l'image des affaires qui auraient pu éclabousser le cyclisme pendant ces 23 ans de partenariat. Donc ça, on va dire, c'est ce qu'on a fait à notre mesure, je dis bien avec beaucoup d'humilité aussi, en matière de lutte contre le dopage, et un engagement plus récent qui est ce que l'on fait en matière de promotion du sport féminin, qui là aussi n'est que la déclinaison dans le sport et dans nos engagements sponsoring que d'une politique d'entreprise. On a une présidente, Stéphane Pallès, qui est arrivée il y a maintenant 5 ans et qui a initié, renforcé les engagements d'égalité hommes-femmes dans l'entreprise, avec tout un programme de renforcement d'accès pour les femmes à des fonctions managériales. Et en fait, cette politique d'entreprise, on l'a aussi déclinée dans le sport, avec tout un programme qu'on a initié il y a maintenant 4 ans, qui s'appelle Sport pour elles, et qui vise à donner une plus grande visibilité au sport féminin, qui permet aussi, grâce à certains programmes, de susciter, on va dire, des vocations dans le sport, et à faciliter l'accès des femmes à des fonctions dirigeantes. Voilà, donc ça, là aussi, ce n'est que la déclinaison dans le sport, qu'une responsabilité d'entreprise. Et puis un troisième sujet aussi plus récent, vous savez qu'on a une team d'athlètes qui s'appelle la FDJ Sport Factory, donc c'est 27 athlètes qu'on s'est engagé à accompagner jusqu'en 2024. Et là aussi,
on a décidé de ne pas être là que pendant que ces athlètes sont sous la lumière, mais de les aider aussi, de leur proposer tout un programme de formation qui leur permet de préparer dès maintenant leur reconversion. Ce qui n'est pas forcément non plus très courant dans les teams d'athlètes. Donc voilà, donc nous on a aussi ce souci-là d'avoir un vrai impact positif, on va dire, sur tout ce qu'on fait. Et sur la partie non visible de l'iceberg, puisque j'aime beaucoup la phrase, on a le devoir de nous mêler de ce qui nous regarde. Quand on réfléchit à ce qui nous regarde, c'est effectivement la partie immergée de l'iceberg qui fait le sport et ses événements, notamment les carrières des sportifs. J'entends qu'il y a un lien très fort entre la stratégie de la FDJ en tant que telle, sur tous ces terrains d'opération et sa façon de sponsoriser. Alors, je regarde s'il y a des questions sur le chat. N'hésitez pas à les poser sur la plateforme Bisport. Amel, comment tu définirais du coup la notion de responsabilité, la notion de sponsoring, sponsor responsable, ça existe depuis quelques années, mais comment tu la définirais aujourd'hui? C'est quoi un sponsor responsable? C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. C'est un sponsor qui a évidemment des droits qui sont conférés par les contrats qu'il a avec les détenteurs de droits, avec les organisateurs d'événements, mais c'est aussi un sponsor qui a des devoirs. Déjà, il a le devoir de préserver la valeur de son investissement par rapport à ses actionnaires. On investit quand même l'argent de nos actionnaires. Donc, je considère que nous, on a le devoir de préserver la valeur de cet investissement. Et préserver la valeur de cet investissement, c'est aussi s'engager dans des programmes de préservation d'intégrité, d'égalité homme-femme. Voilà, c'est la manière dont nous, on préserve la valeur de cet investissement. Donc, pour moi, ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe qui est tout à fait complémentaire, c'est selon moi un sponsor responsable, c'est un sponsor qui doit être acteur du sport. Donc acteur du développement du sport, bien sûr, aux côtés évidemment du détenteur de droits, des pouvoirs publics, des citoyens. Donc il doit accompagner le développement du sport, il doit générer des impacts positifs pour la société. Pour moi, c'est ça, un sponsor responsable. Déjà, parce que c'est aujourd'hui ce qu'attendent en grande majorité les clients des marques et la société dans son ensemble. Il y a une attente très forte de la société sur ce sujet. Et je crois que la crise que nous traversons aujourd'hui rend cette démarche, on va dire, encore plus indispensable. Oui, c'est clair que là, on est en pleine exigence de soutenir le sport et de développer les acteurs du sport dans un moment de crise sanitaire comme celui-ci. Alors, j'ai une petite expression là-dessus. Je dis que cette crise-là, ça va être le bon crash test de la raison d'être des entreprises, on va dire. Ouais. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de dessins qui circulent où on voit des dessins de vagues où cette crise-là n'est qu'une crise relativement modeste par rapport à celle qui pourrait nous attendre. Mais ça, je pense qu'on l'évoquera très légèrement avec Maël tout à l'heure. Yanis, tu as des questions de ton côté? On peut continuer pour l'instant, Xavier. On peut continuer. Alors moi, j'en ai une pour nous projeter un petit peu dans l'avenir. On a il y a un dossier qui court en ce moment dans le monde du sport français, qui est un dossier structurant, qui est en train d'animer un peu tout le secteur sportif et événementiel. J'ai compris que vous alliez être partenaire Paris 2024 en faisant des petites recherches. Est-ce qu'on sait aujourd'hui sur quel terrain vous allez activer ce partenariat? Comment ça va se passer justement par rapport à ce que tu nous décrivais? Alors, effectivement, on a annoncé ce partenariat en décembre dernier, mais on sera partenaire à compter de 2021. On était déjà partenaire de la candidature de Paris aux Jeux et pour ceux qui se souviennent, la Maïf était d'ailleurs partenaire également. Chaque partenaire avait un territoire de communication, d'activation particulier et nous, on était sur l'égalité, on va dire l'égalité des chances au sens large et avec plus particulièrement un programme sur l'égalité homme-femme. Aujourd'hui, il est un peu prématuré de savoir, on va dire, sur quel territoire nous activerons. Bien évidemment que notre territoire d'activation aura la patte qu'on a toujours eue dans l'ensemble de nos engagements sponsoring. Encore une fois, là aussi, ce qui a contribué à la conclusion de ce partenariat, c'est qu'au cœur du projet Paris 2024, et bien avant cette crise sanitaire, il y a cette notion de durabilité, de solidarité. Voilà. Et donc,
et depuis le début, Tony Estanguet l'a porté de manière très forte. Donc, c'est aussi le projet en tant que tel, pour nous, est un projet qui porte des valeurs de grande responsabilité. La crise, là aussi, peut-être donnera un peu plus encore d'ampleur à ce qui était initialement prévu dans ce projet. Mais voilà, donc je suis sûre que, et avec Paris 2024 et avec l'ensemble des acteurs de ce beau projet, on arrivera à construire effectivement une activation de partenaires et une présence de partenaires qui fait sens aussi pour la société et pas que pour l'entreprise, bien sûr. J'imagine que les thèmes impact héritage, excellence environnementale seront évidemment de la partie quand vous mettrez en place ce partenariat. Naturellement. Merci mille fois, Amel. Je ne vois pas de questions. Je vous propose… Xavier. Après oui, pardon. Oui, on a une question en prenant du chat pour Amel, notamment sur le soutien de la Française des Jeux au sport féminin et sur le sport comme outil de reconstruction pour les femmes en difficulté. Est-ce que c'est un exemple d'initiative ou de choses que pourrait faire la FDJ, que fait la FDJ? Alors, on a 4 axes que je n'ai pas détaillés à travers notre programme. On a un programme qui est le soutien au sport de haut niveau féminin. Et donc là, ça s'illustre notamment à travers nos partenariats fédéraux. Évidemment, il y a des athlètes féminines dans notre collectif d'athlètes. Enfin, ça, c'est évident, je n'ai pas besoin de le préciser. On a un axe qui est aussi de faciliter et de lever les barrières à la pratique sportive féminine, c'est-à-dire les barrières, qu'elles soient sociales, matérielles, territoriales. Et puis, on a un axe sur la médiatisation et un axe sur ce qu'on appelle la mobilisation des réseaux et aussi un axe plus de gouvernance, on va dire. Donc, on soutient un certain nombre de projets dans chacun de ces 4 axes-là. Donc, c'est vraiment le sport comme, on va dire, source de bien-être pour les femmes, source d'équilibre, et aussi le sport comme, on va dire, vecteur d'égalité, quoi, si je puis le dire comme ça. Donc après, je ne peux pas répondre plus précisément à ce sujet-là, mais la personne qui a posé cette question peut tout à fait rentrer en contact avec moi pour m'en dire plus. Coordonnées à suivre dans le chat, c'est ça. Ok, super. Merci mille fois, Amel. Merci. Pour ce témoignage. Je vous propose de passer du sponsor à la fédération, à une fédération, en particulier une fédération engagée depuis un certain temps, représentée aujourd'hui par Gérard. Alors Gérard, c'est un golfeur atypique, puisqu'en fait, c'est d'abord un skieur. Il est connu, Gérard Rougier, pour ses exploits en ski, ancien DTN de la Fédération française de ski, mais il est parti à la Fédération française de golf pour y travailler des sujets qui lui tiennent à cœur et que tu vas nous expliquer, Gérard. Ma première question, c'est d'où vient cet engagement de la Fédération française de golf? On le connaît comme étant déjà assez mature, assez ancien, entre guillemets, par rapport à l'histoire de l'engagement du sport responsable. D'où vient-il? Alors déjà, bonjour à tous. Alors d'où vient-il? C'est effectivement l'engagement de la Fédération de golf dans l'environnement. Elle ne date pas d'aujourd'hui ni d'hier, puisque c'est aux alentours des années 2002-2003 que le golf s'est sensibilisé à l'environnement et s'est mis sur l'environnement, puisque, juste pour donner une date, la première commission environnement de la Fédération de golf s'est créée en 2004. Alors, un élément aussi, ça ne vient pas naturellement de penser que le golf est un sport responsable au niveau de l'environnement. On est beaucoup plus historiquement fléché et il faut qu'on l'assume, et on l'assume depuis très longtemps pour des gens on y reviendra tout à l'heure, je pense, dans tes questions, qui utilisent des produits phyto, qui utilisent de l'eau, qui avons fait des constructions et des bâtiments autour des golfs. Donc ça, il fallait le citer. Mais depuis 2004, donc un peu plus de 16 ans, 2003-2004, depuis 16 ans, on est engagé dans cette démarche-là. Alors, pourquoi on s'est engagé là-dessus? De manière très pragmatique, le golf a été confronté en 2005, je crois, à la grosse sécheresse qu'il y a eu en France et en Europe. Et donc, la problématique de l'eau est arrivée très vite. On interdisait aux gens d'arroser les piscines, l'agriculture a été soumise. Et donc, le golf s'est dit, il faut qu'on travaille aussi sur cette chose-là, parce que de manière très pratique,
Ben, le golf, ça se pratique dans un environnement nature. Il faut effectivement arroser, il faut tondre et l'eau est un élément vital, hein, on y reviendra tout à l'heure. Donc, il fallait qu'on la préserve, mais on puisse encore l'utiliser. Et ça a donné tout un cheminement avec des accords, des conventions, du travail avec les pouvoirs publics, des discussions et des négociations un peu âpres, des fois aussi avec les ONG, avec les associations défenseuses de l'environnement. Et on a contracté, après un accord, un partenariat avec le muséum qui nous a donné une certaine légitimité. Et ça, c'est aux alentours des premières conventions et premiers travaux avec le muséum en 2010 hein, sur la biodiversité. Je pense qu'on y viendra tout à l'heure. Tu parles du muséum d'histoire naturelle. On est très, très engagé. Pardon, Xavier ? Excuse-moi, Gérard, je t'ai interrompu, mais tu parles tu dis muséum, mais c'est muséum d'histoire naturelle de Paris, c'est ça ? Pardon, c'est vrai. Il faut que j'aille jusqu'au bout de la phrase parce que sinon, il y a plusieurs muséums, le muséum d'histoire naturelle, effectivement. Voilà pour un peu l'historique et l'engagement de la fédération, en fait, un engagement au départ qui était lié aux éléments et qui après, et sans enlever effectivement le fait qu'il y a malgré tout, on est un sport de nature et on a quand même malgré tout une masse de pratiquants aujourd'hui qui sont sensibles à tout ce qui se passe et au changement climatique et à l'ensemble du changement et de l'obligation de se mettre sur l'écologie. Voilà pour cette première question sur qu'est-ce qui nous a poussé à être là. D'accord, donc une prise de conscience finalement en réaction à une conscientisation des enjeux naturels qui se dressaient devant vous et notamment des enjeux hydriques, quoi, de l'eau. Ça, c'est pour démarrer, donc c'est souvent la conscientisation et la prise de conscience en réaction, c'est important, mais vous en êtes où aujourd'hui, Gérard? C'est quoi aujourd'hui la démarche de la Fédé? Alors, aujourd'hui, on en est où? On en est déjà bien loin. On a un gros engagement sur la biodiversité. Alors, pourquoi la biodiversité? Beaucoup de gens parlent d'écologie, d'environnement aujourd'hui, mais en fait, si on s'occupe de tout ça, c'est parce qu'on est là pour préserver le vivant, déjà pour préserver l'ensemble, et le vivant, c'est un tout dont on fait partie. Et tout ce qu'on fera de manière positive permettra aux vivants et de nous garantir une meilleure qualité de vie au quotidien et sur les générations à venir. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on est un sport de nature qui n'avons jamais été reconnu comme un sport de nature par le ministère des Sports pour des histoires de clôture. Alors ça, c'est un truc qui me dépasse en tant qu'agent de l'État, mais on est en train d'y travailler. On est un sport de nature qui se pratiquons dans la nature. On est en contact perpétuel quand on fait du golf pour voir les bons côtés des choses avec la nature, l'environnement et tout ce qui vit dans la nature. Ce qui veut dire, on parlait tout à l'heure de l'eau, mais on parlait aussi des écosystèmes et il faut parler des animaux qui sont dans les golfs. Et j'y reviendrai juste après par rapport à justement cet accord avec le Muséum d'histoire naturelle qui est très axé en fait sur la protection des animaux et la protection des végétaux, entre guillemets, qu'on trouve beaucoup dans les golfs. Voilà un petit peu le fil. Et bien évidemment, aujourd'hui, on en est où? On est sur tous les axes, puisqu'on s'engage sur un programme 2020-2030 pour assurer la transition écologique du golf. Mais moi, j'irai plus loin aujourd'hui. Depuis quelques temps, on travaille énormément, on a été impacté. Il va y avoir un arrêté qui fait évoluer. Alors ça, c'est des choses qui nous concernent très précisément, mais qui concernent tout le monde sur l'utilisation des produits phytosanitaires, parce qu'on en utilise. On ne va pas dire qu'on n'en utilise pas, et comme l'agriculture. Et donc, on est impacté par une loi Labbé qui va aller plus loin, qui interdit l'utilisation des produits phyto dans le sport et qui oblige une transition pour y arriver et pour atteindre cet objectif. Et là-dessus, sur ces choses-là, aujourd'hui, je dirais que ce deuxième volet montre à tout le monde, et vous l'avez dit en introduction, quelle est l'importance que le sport se mobilise aujourd'hui, parce que le sport est très en contact avec son environnement, comment le sport et tous les acteurs du sport se mobilisent aujourd'hui sur l'approche écologique de la planète et sur comment on doit, j'y reviens, préserver le vivant sur notre ensemble d'habitat qui est notre planète aujourd'hui, sinon on risque d'aller face à de gros dangers. Mais je laisserai Maël intervenir sur ces sujets-là après moi. D'accord. Donc, un travail très orienté sur la transition écologique et sur la biodiversité. Tu as raison de le préciser, le vivant. Je rappelle à tout le monde que la biodiversité, c'est effectivement le vivant et qu'une des espèces qui contribue à la biodiversité, c'est l'espèce humaine. On en fait partie, hein, on ne regarde pas en face, on est dedans. Donc, on est en interaction permanente avec cela. C'est quoi votre feuille de route d'avenir? Là, on parle beaucoup d'environnement et de biodiversité. C'est quoi la feuille de route de
la Fédération française de golf sur ces sujets-là? Alors, Et la sur feuille de les route, autres sujets, peut-être? alors, la feuille de route, en termes d'objectifs et de stratégie, elle s'écrit en une phrase, c'est réussir la transition écologique du golf sur les 10 ans à venir. Ça, c'est le premier point, parce qu'aujourd'hui, afficher qu'on est écologique, que le monde est écologique et qu'on a réussi, ça serait une erreur fondamentale, ça serait de ne pas reconnaître l'ensemble des actions qu'on mène au quotidien. Et ça, ce n'est pas que pour le golf, c'est pour l'ensemble du sport et c'est pour l'ensemble de la population. Et dans cette feuille de route, on a adressé 7 axes. Il y en a 3 qui, je dirais, sont beaucoup plus liés à ce qu'on fait et ce qu'on a fait depuis toujours et à notre environnement quotidien. Le premier, on l'a dit tout à l'heure, c'est le socle, c'est la biodiversité. Aujourd'hui, ça fait 10 ans qu'on travaille avec le Muséum d'histoire naturelle sur comment préserver, comment valoriser, comment recréer la biodiversité dans les espaces, qu'ils soient nature ou qu'ils soient urbains, parce qu'on peut imaginer aussi un golf qui vienne amener, et nous, en tout cas, on l'imagine, qui viennent amener dans l'espace urbain de l'espace de nature et qui en même temps recrée de la diversité et recrée du bien-être et recrée de la santé, est un poumon vert, entre guillemets, pour cet espace-là. Et ce projet-là, on le développe en étroite collaboration avec le Muséum d'histoire naturelle parce qu'on a besoin de savoir de quoi on parle quand on parle d'animaux, quand on parle de plantes, quand on parle de nature, qu'on parle de récupération carbone par la nature. Il faut savoir de quoi on parle. Et là, on a un expert à côté de nous. Et c'est notre socle. On n'en déviera pas. On l'a dit tout à l'heure, c'est pour ça qu'on fait tout le reste. Le deuxième sujet qu'on aborde pour préserver la biodiversité encore et qui est aussi pour préserver notre activité, c'est l'eau. On adresse aujourd'hui la problématique de l'eau parce que sans eau, on ne vit pas. Mais sans eau, on ne peut pas non plus assumer les différentes pratiques. Alors là, on est dans le sport. Nous, il faut qu'on reste réaliste aussi. On est dans une économie. Hein. Donc, il faut qu'on fasse tourner cette économie. Ou alors, on aborde d'autres sujets plus larges. Mais donc, c'est l'eau, parce que l'eau, pour nous, c'est vital. Tu évoquais tout à l'heure que je venais du monde du ski, de la montagne. L'eau, elle est vitale aussi pour d'autres sports. Le ski, demain, s'il n'y a plus de neige qui tombe ou s'il n'y a plus d'eau pour éventuellement produire de la neige, ils seront en grande difficulté et ils doivent aussi réfléchir à des démarches vertueuses par rapport à ces choses-là. Et le troisième sujet fort, troisième axe, il y en a 7, je vais aller vite, c'est l'entretien des parcours. On en parlait tout à l'heure. Nous, on est un sport. Donc, on a une pratique loisir, mais on a aussi une pratique sportive de performance. Il faut que nos terrains soient en conformité avec des règlements sportifs. Donc, il faut qu'ils soient entretenus d'une certaine manière. Aujourd'hui, depuis longtemps, on a utilisé, même si, et là, je vais vous donner quand même quelques éléments, même s'il n'y a pas tant de produits phyto qui sont utilisés dans le monde du sport et dans le monde du golf, on utilise encore des produits, mais on est un peu dans la logique en fait du médecin. Quand la plante est malade, il faut bien la soigner. Alors beaucoup de gens ont dit, bah ouais, mais la plante, elle n'est pas malade, on pourrait laisser faire. Je ne vais pas rentrer dans ce débat, moi je ne suis pas un expert, mais si le muséum est venu à nos côtés, le Muséum d'histoire naturelle, c'est aussi parce qu'il croit à ça et qu'il dit que pour, à un moment donné, préserver des animaux, préserver des espèces végétales comme des arbres, il faut des fois supprimer des espèces nocives au profit d'espèces nobles, entre guillemets. Et ça peut se faire de plusieurs manières, pas qu'avec des produits phyto, avec aussi le travail, la mécanisation, savoir entretenir l'environnement. Et ça, c'est notre quatrième volet, c'est par rapport à tout ça, c'est comment on va former nos gens à évoluer, d'abord à prendre conscience dans leur travail au quotidien de respecter la nature, mais aussi d'avoir des méthodes d'entretien des parcours, d'entretien des golfs, qui sont très précisément axées sur comment aujourd'hui on protège les les 3 éléments que je viens d'évoquer au-dessus. Et puis bien évidemment, aujourd'hui, compte tenu de l'évolution du changement climatique, de tout ce qu'il faut faire, on va rentrer sur des thématiques où on n'est pas vraiment rentré jusqu'à maintenant, parce qu'il faut assumer comme réduire notre empreinte carbone, aller sur la gestion des déchets, sur la gestion de l'énergie, baisser tout ça, rentrer dans, tu l'as évoqué, toute la filière de recyclage. On a tous des produits, le matériel, les balles, les clubs, tout ça, comment on va recycler. Donc l'économie circulaire en lien avec les textes de loi. Et bien évidemment, et on y réfléchit, on est en plein dedans aujourd'hui, c'est que pour tout ça, il faut un modèle économique. On en parlait tout à l'heure, il faut des partenaires qui nous suivent. Et donc là, on a mis en place, alors, rien de nouveau, hein, je ne vous ai pas fait une feuille de route et un plan d'action qui est révolutionnaire, mais on est en train de mettre en place un fonds de dotation, parce qu'on n'est pas encore arrivé à la fondation, mais un fonds de dotation au profit du sport, du golf et de l'écologie. Donc, un, pour accompagner notre stratégie. On a un label biodiversité, on veut l'accompagner. On veut aller sur la protection
de l'eau en récupérant l'eau, en améliorant les systèmes de drainage et de récupération d'eau. Et on veut aller aussi sur des stratégies de recherche par rapport aux phytos, où aujourd'hui, il faut qu'on s'engage pour, dès 2022, puis très vite après 2025, sortir du phyto et arriver au zéro phyto, ce qui est la commande aujourd'hui du ministère. Voilà notre feuille de route. Et effectivement, dans cette feuille de route, s'associer à des associations qui portent la notion d'écologique, s'associer à des partenaires pour aller jusqu'au bout de ces 10 ans qui sont devant nous et être écologiquement responsable et vertueux dans les années à venir. Oui, donc un engagement qui ne cesse de mûrir, qui est dans une dynamique, très visiblement, puisque c'est chaque année vous progressez, vous élargissez votre périmètre de réflexion et d'action. C'est un engagement qui tend vers une RSE globale, en fait, si j'entends bien tout ce que tu nous dis. Tu parles évidemment du modèle économique et de la nécessité d'être accompagné. Alors, tu as souligné, et je trouve remarquable, les partenaires de type Muséum d'histoire naturelle, ONG, etc. Ça, il y a encore quelques années dans le sport, on ne les voyait pas arriver. Enfin, on ne pouvait pas imaginer, on pensait sport, compète, sponsor, ou on pensait licencié, mais on ne pensait pas nécessairement tout l'écosystème représentant la société à la fois civile et l'environnement. Tu évoques la nécessité des partenaires, donc évidemment c'est un peu le sujet qui nous anime aussi à Sportsora, le lien entre les partenaires et les détenteurs de droits, le lien entre tous ces enjeux. Est-ce que vos partenaires sont sensibles à votre démarche et au fil et à mesure des années, est-ce que vous arrivez à les embarquer? Alors, moi, j'ai la prétention de croire que oui, et j'en suis quasiment convaincu. Céline, qui est dans le chat pour une autre raison dans la conférence, pourrait mieux l'évoquer que moi parce que c'est son dossier à la fédération. Mais oui, et en plus, on est en train de développer, c'est aussi pour ça qu'on a créé un fonds de dotation, c'est plutôt pour aller… Alors, pourquoi on a besoin de partenaires? Parce qu'aujourd'hui, faire une transition écologique, changer le modèle, sans aller sur des mots… compliqué, il y aura besoin de moyens. Les moyens, il n'y a pas 36 000 canaux. Il y a les moyens d'État, ce que l'État va mettre comme stratégie et mise en place pour accompagner cette transition écologique. Ça, c'est un premier sujet. Et deuxième chose, il y a effectivement l'économie, on va dire les entreprises au sens large, qui font fonctionner le modèle économique et qui aujourd'hui, quand on entend à travers la crise qui s'est passée, veulent changer ce modèle économique pour être plus vertueux. Ben, très bien, qu'ils le soient et qui participent autrement aujourd'hui au travers des logiques de partenariat comme il y avait avant. Je ne vais pas utiliser le mot sponsoring parce que c'est un mot qui a été utilisé pendant des années. Aujourd'hui, peut-être que le sponsoring va délier vers du crowdfunding. Enfin, on l'a déjà vu avec le crowdfunding, des partenariats participatifs, mais en tout cas sur des causes. Et il y a 10 ans, on faisait du partenariat pour faire de l'image. Aujourd'hui, on fait peut-être du partenariat, pas peut-être, j'en suis sûr, pour relever des causes et pour laisser une empreinte un peu plus sympathique, jolie, noble, on va dire. Donc, on va capitaliser là-dessus et je crois qu'on a tous besoin de le faire. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de partenaires parce que pour changer, il va falloir des moyens. Il va falloir changer intellectuellement, mais il va falloir aussi des moyens économiques pour changer le modèle. Si on ne pense pas à ça, je pense qu'on va dans le mur. Donc voilà pourquoi on va faire. Donc, bien évidemment, nos partenaires, ils sont sensibles parce que tout le monde est sensible. Maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'on les fasse passer à l'acte. Parce que, et là, ce n'est pas que les partenaires, c'est la société en général. C'est qu'il y a la prise de conscience. Moi, je n'étais pas un profond défenseur en tant que skieur sportif. On n'était pas des profonds défenseurs de l'environnement. Il y a eu un basculement il y a une dizaine d'années. Pour une raison, on l'a évoqué ensemble, c'est parce que je suis rentré dans un site grâce au ministère qui s'appelait Boulouris, un Krebs, où il y a 87 hectares de pinède où il fallait la préserver en plus de faire du sport. Et j'ai encore évolué après en revenant, en passant dans une fédération, parce qu'elle était sensible à l'environnement et puis des éléments extérieurs. Donc, oui, je pense qu'on a besoin de nos partenaires et oui, je pense que nos partenaires sont sensibles. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est de les faire passer à l'acte sur l'action et de nous conduire sur des projets. Mais là aussi, il faut être très concret. Quel projet on va offrir à nos partenaires demain, non plus pour avoir un retour image direct, on va dire à la télé ou quoi que ce soit, pour avoir un retour direct sur la transformation de la société parce qu'on en a besoin. Voilà. Qui sont finalement à la discussion avec les partenaires des enjeux communs. Donc, c'est un terrain de jeu sur lequel on peut retrouver une histoire commune à raconter et une activation commune à développer. Yannis, je vois qu'il y a des questions.
Oui, on va avoir deux questions rapidement pour Ouais. Gérard. Gérard, une première question. Est-ce que selon vous, la mise en place d'une stratégie éco-responsable est une solution pour une fédération afin de développer son nombre de licenciés? Et une deuxième question un peu plus spécifique sur la thématique de l'eau, justement. D'où provient l'eau utilisée pour arroser les greens? Et y a-t-il des systèmes de récupération d'eau de pluie? Alors, sur la première, je vais répondre d'une seule. Enfin, je vais un peu étayer derrière, mais oui, bien évidemment, si aujourd'hui les fédérations font partie, le sport est un outil et un acteur majeur aujourd'hui de la société. Les gens, on voit bien aujourd'hui, font du sport. Alors, ils ne le font plus dans le cadre, des fois, des fédérations classiques. Je me licencie, je suis dans un club. Et ce n'est pas le débat d'aujourd'hui. Mais les gens qui pratiquent sont avant tout des individus et on a de plus en plus de gens sensibles. Et aujourd'hui, si un des premiers endroits où on se rassemble pour partager, pour échanger, je sors du contexte Covid, mais pour partir, pour échanger, pour faire des activités, on ne se sent pas responsable de l'environnement, ça va devenir un souci. Et donc, oui, les fédérations doivent baser une stratégie sur l'environnement pour capter, si c'était la question, garder leurs licenciés et capter de nouveaux licenciés. Aujourd'hui, je pense que la démarche de dire je prends une licence juste pour pratiquer, elle est plus suffisante. Aujourd'hui, je prends une licence, ça doit être un acte aussi responsable dans lequel on s'engage dans une fédération, dans un collectif, pour porter des valeurs fortes, des valeurs nobles et aujourd'hui des valeurs responsables. L'environnement en est une, comme la pratique sportive en était une hier, la présence dans un club en était une autre. Donc oui, je pense que c'est une vraie stratégie. Sur le deuxième, alors moi je ne suis pas un expert, hein, je suis un généraliste, j'ai une vraie appétence et une vraie attention pour l'écologie, mais donc je vais rester très généraliste. Aujourd'hui, l'eau, les systèmes de drainage, d'arrosage sont tous liés beaucoup. On utilise beaucoup le numérique et l'informatique pour gérer les phases d'arrosage. On arrose de manière plus, alors pas partout, mais globalement on tend vers ça de manière plus pointue pour utiliser le moins possible d'eau. Ça, c'est le premier sujet. Donc, beaucoup de golfs se mettent, pour ceux qui sont anciens, à refaire leur drainage pour récupérer l'eau, pour gérer comment ils l'utilisent. Et deuxième chose, nous, on est en train d'engager, c'était mon deuxième volet sur l'eau, on a déjà fait ça avec les agences de l'eau, hein, de faire en sorte de récupérer l'eau, soit l'eau d'arrosage qui va être récupérée dans des bassins, soit l'eau qui tombe du ciel, ce qui veut dire pendant qu'il pleut, de dire à un moment donné, l'eau quand elle tombe, on la récupère pour la réutiliser et on ne la perd pas quand elle tombe pour après se dire on est en phase de sécheresse. Donc c'est tout simplement la mise en place de bassins de récupération d'eau dans les golfs, où il y a déjà beaucoup de lacs, pour utiliser cette eau-là à l'arrosage. Et il y a un troisième sujet qui serait demain de pouvoir utiliser l'eau pas non potable, parce que déjà les golfs n'utilisent pas l'eau du robinet, hein, que ça se sache là, pour le grand public. Aucun golf n'arrose avec l'eau du service du réseau potable, mais on ne peut pas vraiment utiliser les eaux usées, entre guillemets, encore. Donc c'est un vrai travail aujourd'hui de pouvoir utiliser, de pouvoir avoir des accords avec les pouvoirs publics pour pouvoir utiliser les eaux usées qui nous préserverait les gens, nous d'avoir de l'eau et qui préserverait la population de pouvoir garder l'eau alimentaire, on va dire. Très bien, merci beaucoup Gérard. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais comme on est serré dans le temps, on est déjà en train d'atteindre la limite prévue. Je m'étais juré de ne pas l'atteindre, mais le sujet est tellement vaste et intéressant qu'on va tenir 1 heure, voire un tout petit peu plus d'1 heure. Moi, ce que je note, c'est que c'est une dynamique intégrée, qui est intégrée dans le temps et qui se projette dans l'avenir. C'est comme pour la Française des Jeux, une dynamique intégrée. La question ne se pose même plus, en fait, elle est dans votre quotidien, dans vos métiers et dans la diffusion. Merci, parce que c'est vraiment intéressant de voir le niveau de maturité de cet engagement. Et on va passer la parole à Maëlle. On va essayer de voir un peu quel est le point de vue, avec du recul, d'une ONG. Qui plus est le WWF, qui plus est partenaire du sport. Le WWF a toujours été impliqué dans les actions du sport, encore plus aujourd'hui avec Maëlle, qui s'occupe de la partie sport et événements sportifs du WWF. Maëlle, une question de fond.
quel est le lien, selon toi, ou selon le WWF, ou les deux, entre l'économie du sport et les enjeux environnementaux et de biodiversité, si on reste sur cette focale-là, qui est la vôtre? Oui, bonjour à tous. Merci d'organiser à Sportsora d'organiser cette conférence. Oui, en fait, moi, je m'inscris et je suis complètement en accord avec ce que vient de dire Gérard. Il y a un certain nombre d'impacts du dérèglement climatique, de la perte de biodiversité sur le sport. Gérard a parlé de la problématique de la ressource en eau. On va avoir cette problématique-là. On est en train de réaliser un rapport avec le soutien du ministère des Sports sur une étude sur l'impact du dérèglement climatique sur le sport. Donc, évidemment, on pense au taux d'enneigement dans les stations, mais il y a effectivement la problématique de la ressource en eau et on risque d'avoir, dans un monde à plus 3, plus 4 degrés, de plus en plus de périodes de sécheresse, de périodes de canicule qui vont avoir une problématique sur les 30 40 000 terrains engazonnés qui sont présents en France. Il faut savoir que quand on commence à avoir plusieurs jours à une température du sol qui monte à 32 degrés, on a des gazons qui sont en vrai danger de mort, donc avec des problématiques derrière de remise en état et de pratique. Et je pense que les clubs pros vont pouvoir arriver à pallier ou à s'adapter à ces enjeux-là, mais il y a quand même un certain nombre de collectivités qui seront peut-être en difficulté là-dessus. Mais il y a aussi la montée en température, ça risque d'impacter aussi notre capacité de pratiquer en tant que sportif quotidien, amateur, performance sportive. C'est-à-dire les pics de canicule, les températures risquent de réduire le nombre de jours de pratique qu'on va avoir. Il y a des problématiques aussi de la montée des eaux qui peut avoir un impact aussi conséquent sur les clubs, les pratiques sur le littoral. Donc voilà, il y a un lien direct sur l'impact du dérèglement climatique sur le sport. Et puis de manière un peu plus macro, c'est vrai qu'on a on a souvent considéré que le dérèglement climatique, la perte de biodiversité étaient des enjeux environnementaux, mais ça va avoir un impact profond sur notre économie, sur nos sociétés. Faut savoir que, pour donner quelques exemples, le World Economic Forum, depuis plusieurs années, dans son Global Risk Report, identifie que les principaux risques les plus probables et les plus impactants sur l'économie mondiale sont des risques directs, des conséquences directes du dérèglement climatique ou de la perte de biodiversité, directe ou un peu moins directe. On est dans un monde très interlié, interdépendant, écosystémique, où des conflits à un endroit, des sécheresses à un endroit dans le monde ont une répercussion sur nos pays. Et ça, plus le dérèglement, plus on arrivera à un monde à 2, 3, 4 degrés, plus on va subir ces conséquences. On travaille notamment avec le ministère de la Défense sur l'impact du dérèglement climatique sur la sécurité, la stabilité, la souveraineté de la France. Et ça, c'est important à l'avoir en tête que finalement, plus il y aura de tensions sur l'accès à l'eau, sur l'alimentation, parce que clairement, il faut savoir que 70% de notre production agricole mondiale dépend des insectes pollinisateurs dont la population s'effondre. Donc, plus on va avoir des tensions sur tous ces aspects-là, plus, j'allais dire, l'acceptabilité de l'impact environnemental du sport sera réduite. Ça commence à être inacceptable de voir un cycliste qui jette une bouteille par terre, de voir des équipes, des sportifs qui prennent l'avion pour un Paris-Dijon, d'avoir des distributions d'un certain nombre de goodies, de machin. Donc, et même en tant qu'amateur, moi je suis plutôt pratiquant montagne, même dans mon entourage, l'acceptabilité de mon entourage à ce que je fasse en moyenne 200 km pour aller faire une course en montagne, elle est de plus en plus présente. Donc en fait, on a un changement un peu de normes sociales. Donc si je puis dire, le sport, pour toutes ces raisons-là, a un vrai intérêt à ce que nous limitions l'impact du dérèglement climatique et la perte de biodiversité pour sa propre survie,
j'allais dire, et on le voit, peut-être dernier constat qu'on peut faire quand même sur cette crise Covid, c'est que quand on vit ces tensions-là, où la sécurité, la santé, l'accès à certaines ressources sont limités, le sport n'est pas la première chose qu'on préserve. Là, on déconfine, on met des gens dans les supermarchés, on commence à mettre des gens dans les cinémas et tout ça, mais on ne met toujours pas de gens dans les stades. Donc, il y a quand même cette vision à avoir que le sport ne sera peut-être pas le premier préservé quand il y aura des tensions sur des besoins fondamentaux qu'on va avoir du mal à assouvir. D'accord. Ce qui est intéressant, c'est aussi le lien direct entre le sport et la société sous l'angle de la crise potentielle climatique et les moyens qu'on doit y mettre pour lutter contre et pour s'adapter et pour assurer la transition. Et quel regard vous avez sur la posture que devraient avoir du coup les acteurs du sport dans leur ensemble, hein, qu'ils soient organisateurs, sponsors, gestionnaires d'équipements? Quelle posture doivent avoir les acteurs du sport face à ces enjeux-là? Je pense que la première chose, c'est évidemment de réduire son impact. Ça commence forcément par réduire, et ça passe par connaître et donc mesurer son impact et de travailler là-dessus. Et pour le coup, merci de dire connaître et mesurer. Pour le coup, je trouve que le travail de la Fédé de golf, qui a une image et une histoire avec l'environnement qui n'est pas simple au départ, et qui finalement, parce qu'elle a pris en bras le corps son impact, elle a fait un travail, j'allais dire, assez costaud et scientifiquement prouvé de son impact, et un travail, finalement, est en train de basculer sur, finalement, gérer différemment un golf national comme la Fédé de golf peut avoir un intérêt en termes de puits de biodiversité et dans une zone qui est assez urbanisée et tout ça. Gérard, je pense que tu ne me contrediras pas, mais moi je trouve que cet engagement-là est intéressant. Donc réduire évidemment et après s'engager. Je pense que les acteurs du sport ont tout intérêt à devenir les premiers défenseurs du climat et de la biodiversité pour toutes les raisons que j'ai citées au-dessus. Et là, je rejoins complètement Amel sur le rôle que un sponsor, enfin que l'écosystème du sport, parce que je partage au fait que c'est aussi pas que un organisateur ou un sponsor, où c'est la responsabilité collective. Et on peut faire, j'allais dire, un événement éco-responsable qu'en engageant l'organisateur, le sponsor, le gestionnaire de site, tous ces acteurs-là. Donc voilà, et je rejoins complètement le discours d'Amel, où il y a un vrai questionnement du rôle sociétal et de chaque entreprise, de chaque acteur du sport, qui a été longtemps, et c'est très légitime, axé sur les dimensions sociales, lutte contre l'homophobie, tous ces sujets-là, qui sont des sujets de société et qui ne sont pas des sujets propres au sport. Je pense que les acteurs du sport ont tout intérêt à avoir ce même rôle et cette même implication et engagement ou militantisme sur les enjeux environnementaux, parce que c'est des enjeux qui sont profondément liés aussi aux enjeux sociaux, d'égalité. Et alors, Gérard évoquait tout à l'heure ses travaux avec le Muséum d'histoire naturelle ou avec d'autres ONG ou associations de protection de l'environnement, qu'elles soient locales ou nationales. Comment une ONG peut-elle aider comment vous faites pour aider les acteurs du sport finalement? C'est quoi votre point d'attaque? Et la question sous-jacente, c'est quoi la première action qu'un acteur du sport devrait faire s'il veut aborder ces sujets qui sont certes dans la tête de tout le monde, mais qui ne sont pas si simples à aborder? Oui, en fait, nous, on n'est pas dans une approche spécialement d'aider tel ou tel acteur. Nous, ce qu'on cherche, c'est un partenaire qui partage une vision il faut préserver notre bien commun, et on cherche des alliés pour défendre la biodiversité, défendre le climat. Et c'est pour ça que d'ailleurs on a des collaborations avec Paris 24, avec la Ligue de football pro, avec l'UTMB, avec le ministère des Sports, parce que on partage cette vision commune de l'importance de s'engager sur ces sujets-là, et du coup on unit nos forces pour
faire évoluer la société et avoir un effet transformationnel, évidemment sur le métier du partenaire avec qui on est, mais aussi sur le secteur d'activité. Et c'est là où il y a une vraie plus-value du sport. C'est que le sport, c'est pas un microcosme fermé sur lui-même. Il a un pouvoir d'influence sur les comportements, sur les normes sociales, sur les idéaux de consommation, de pratiques sportives, sur l'ensemble de la population française. Il a une influence sur la partie économique. Donc nous, je vais dire, l'intérêt qu'on peut avoir à s'associer aux acteurs du sport, c'est de trouver des alliés pour un combat commun. D'accord. Mais j'imagine que vous fournissez, pour les utiliser régulièrement, je précise à tout le monde que le WWF, au sens d'ailleurs mondial du terme, est éditeur d'un certain nombre d'études, est éditeur d'un certain nombre de mémoires et de dossiers pour s'approprier des sujets qui ne sont pas si simples à s'approprier. Mais il y a des sujets de la vie courante, hein. On parle d'achat, on parle d'imprimerie, on parle de biodiversité, on parle de plastique, vous avez un arsenal d'outils pour aider les acteurs à s'approprier les sujets. Oui, c'est vrai que je n'ai pas présenté. C'est vrai que souvent on imagine le WWF, et c'est vrai que c'est notre métier originel de préservation des espèces, souvent emblématiques, des milieux et tout ça. Deuxième métier qui est très interpellation et alerte sur l'état de la planète. On a un troisième métier qui est très important chez nous, c'est comment on transforme notre société et comment on fait du plaidoyer auprès des décideurs politiques, comment on outille et on accompagne les grandes entreprises, les acteurs économiques à transformer leurs pratiques. Et là-dessus, effectivement, que ce soit sur nos travaux, sur comment manger mieux et moins de viande, comment on travaille sur réinventer les villes, comment on peut travailler sur un nombre de sujets assez divers qui sont directement liés sur nos pratiques, sur notre impact sur de la déforestation à l'autre bout de la planète, même quand on consomme de la viande locale. Sur tous ces enjeux-là, on a de nombreuses expertises en interne et évidemment, les travaux avec le ministère des Sports autour de la charte des 15 engagements, autour de pas mal de travaux d'Optimove et tout ça, ont toujours été dans une idée d'accompagner la transition, d'accompagner et accélérer la transition écologique du sport. Donc oui, effectivement, on a un certain nombre de ressources qui sont en général disponibles sur notre site et que vous pouvez évidemment consulter. Oui, qui apporte beaucoup de conseils. Je suggère à tout le monde de se pencher sur les travaux des ONG sur ces thématiques-là, pas que le WWF d'ailleurs, puisqu'il y a d'autres travaux ailleurs, mais c'est vraiment une source de conseils importante et ça répond à une des questions qui était posée sur le chat sur le rôle de conseil d'une ONG. Oui, une ONG, ce n'est pas que militant, c'est militant évidemment, mais c'est aussi un partenaire. Hein. C'est comme beaucoup de parties prenantes autour de nous. Yanis, est-ce que tu as d'autres questions? On va être un petit peu court en temps, malheureusement. Donc, on va peut-être devoir passer à la partie du lab. Je suis désolé. Merci de mettre du temps. Merci Maël. Et surtout, merci à vous trois pour ce tour d'horizon. Alors, certes rapide, toujours frustrant, mais nous l'espérons. Enfin, moi, je l'ai trouvé inspirant. Je l'ai trouvé inspirant par vos postures différentes et par vos regards et par votre dynamique surtout, et puis les perspectives que vous offrez. Alors oui, nous vous proposons maintenant la mise en perspective par le regard de Laura et de Clémence du Lab. On va dire que c'est le regard des futures générations des décideurs du sport business. Qu'en avez-vous pensé, Laura et Clémence, de ces trois belles interventions? C'est quoi votre vision au regard des enjeux évoqués? Alors déjà, bonjour. En effet, merci à tous pour vos interventions. Je dirais aussi instructive qu'inspirante. Donc, comme Xavier l'a dit, en fait, c'est vrai que nous sommes présentes avec Clémence, donc en tant que représentante du Lab Sportsora, pour, je dirais en quelque sorte, porter la voix d'une génération qui a envie que les choses changent. Alors certes, avec Clémence, nous ne sommes pas des experts de l'éco-responsabilité. Je dirais, nous ne travaillons même pas de manière directe au cœur de cette problématique. Mais en fait, on a grandi avec l'idée d'être des acteurs à part entière de la transformation du monde dans lequel nous vivons. Et ça nous a donné une énergie, je pense, encore plus forte que les générations précédentes pour
pouvoir accélérer les choses et faire en sorte en fait que ce ne soit pas un simple « oui, c'est super l'écologie », mais concrètement, qu'est-ce qu'on met en place et comment on valorise. Alors pour l'heure, aujourd'hui, on n'est plus à la prise de conscience ou à l'exemple isolé, mais au fait de trouver des solutions concrètes pour transformer les comportements, je dirais, durablement et embarquer une majorité d'acteurs. Et comme Xavier, je crois, l'avait évoqué au départ, Sportsora avait montré déjà le chemin il y a presque 10 ans pour aller vers un sponsoring qui est plus responsable avec sa charte du partenariat sportif durable. Et du coup, on pense que c'est peut-être le bon moment de l'actualiser, d'aller encore plus loin et surtout en fait de réengager les acteurs au regard de la société d'aujourd'hui qui a forcément beaucoup évolué depuis 10 ans. Et le fait d'avoir entendu vos interventions aujourd'hui, ça montre bien que ce sujet il est au cœur des débats actuels et surtout qu'il y a des acteurs qui assument déjà cette responsabilité et qui s'inscrivent dans une vraie dynamique de changement. On voit aussi avec la diversité des personnes présentes que c'est un vrai sujet transversal et qui doit être traité dans sa globalité par tout un écosystème. Vous l'avez presque tous évoqué, un sponsor tout seul ne peut rien faire, une fédération seule ne peut rien faire, et c'est la même chose pour une ONG ou un territoire. En fait, c'est un peu l'affaire de tous ensemble, parce que oui, ces sujets, ils peuvent fonctionner que si les enjeux sont travaillés par anticipation, et surtout s'ils sont partagés par les différents acteurs. Alors, l'idée pour cette conclusion, ça ne va pas être de reprendre tout ce qui a déjà été dit, bien sûr, mais peut-être simplement d'insister sur 2 points qui nous ont semblé primordiaux. Le premier, c'est le besoin de changer de vision sur la RSE. Parce que l'éco-responsabilité ne doit pas être uniquement de la protection de l'environnement, mais embarquer des volets économiques, sociaux, sociétaux, pour que les politiques RSE des organisations sportives soient durablement ancrées. Ça ne doit plus être un masque ou quelque chose que l'on subit, mais une vraie incarnation de sa raison d'être qui permet de donner du sens en fait à chacune de ces actions. Nous pensons également que le partenariat où l'entreprise affiche seulement son logo pour être visible est révolu et qu'il doit désormais faire place, je dirais, à un partenariat où l'engagement sociétal du sport, mais aussi celui de l'entreprise, sera valorisé. Alors, pour aller vers des organisations justement plus responsables, il sera également nécessaire de ne plus seulement avoir une vision court-termiste de son économie. Et j'insiste là-dessus, ce sont des investissements et non pas des coûts qui porteront donc sans doute leurs fruits sur du plus long terme. Mais c'est pour ça que ça pose encore un petit peu de problème aujourd'hui, je dirais, parce que c'est encore trop vu comme un centre de coûts. Et puis, le second point sur lequel on veut insister, et certains d'entre vous l'ont évoqué, c'est le besoin de structuration. Effectivement, pour mettre en place ce que Laura vient d'évoquer ou ce dont vous avez tous parlé, il y a un réel besoin que les choses soient structurées. Et pour ça, il est indispensable d'avoir la capacité de mesurer, d'évaluer, de suivre son impact pour ensuite agir et mettre en place des actions concrètes. Alors bien évidemment, ça nécessite que la gouvernance et la hiérarchie des structures en question soient pleinement impliquées dans cette dynamique. Aujourd'hui, par exemple, on ne peut pas se passer d'un service juridique, on ne peut pas se passer d'un service comptable. Demain, il est indispensable qu'il en soit de même avec les services RSE et que les enjeux environnementaux, les enjeux sociétaux fassent complètement partie de la stratégie de développement des organisations sportives. Et ça, on le voit, ça implique la présence obligatoire d'un pilote qui soit identifié et qui soit en charge de cette stratégie, comme c'est parfois déjà le cas dans certaines structures. Il n'y a pas de recette miracle, en fait. Si certains attendent peut-être une sorte de catalogue d'actions pour être exemplaires sur le sujet, il faut avant tout savoir pourquoi on fait les choses et comprendre ses motivations profondes. On a aussi conscience que tous les acteurs ne sont pas au même niveau de maturité, que certains sponsors, par exemple, n'ont pas forcément grand-chose à dire sur le sujet et qui prendront peut-être le train en marche. Mais en fait, l'idée, c'est vraiment d'impulser un emballement pour ces sujets-là, pour la cause environnementale, pour la cause sociétale, à tous les niveaux et chez tous les acteurs. Donc, chacun fera à son échelle, mais l'idée, c'est que les marques doivent tout simplement s'inscrire dans une dynamique d'ensemble. Et puis, pour terminer, je crois qu'on avait envie de rappeler que le sport, en tant que reflet de la société, il porte une grande responsabilité. C'est un univers qui bénéficie d'un puissant pouvoir d'influence, et notamment à travers les sportifs. Et puis, ça a toujours été aussi un levier de transformation de la société. Donc, nous, on y voit un certain devoir d'exemplarité qui doit être porté au plus vite et par l'ensemble des parties prenantes. Alors peut-être qu'il sera malheureusement nécessaire que cela passe par des obligations législatives, des projets de loi, etc., ou des contraintes comme moins prendre l'avion pour certains clubs.
Mais en tout cas, on a envie de penser que le bon sens et la force du collectif peuvent déjà faire beaucoup. Et on terminera là-dessus. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup pour ce beau regard. Céline, il faut que tu allumes ton micro. Et je te laisse le mot de la fin d'ailleurs. Merci mille fois. Merci Xavier. Merci Clémence, merci Laura pour cette conclusion très large et qui ne pouvait pas être mieux faite. Merci. Et je crois vous avez bien résumé les enjeux qui sont devant nous et puis la façon dont on doit les adresser de façon transverse, main dans la main entre annonceurs, ONG, détenteurs de droits qui ont été brillamment représentés par Amel, Maëlle et Gérard aujourd'hui. Merci à vous. Merci Xavier d'avoir animé. Merci Yanis également de nous avoir aidés sur cette webconférence. Un dernier merci à Bisport qui a diffusé cette conférence auprès de vous tous. On a été ravis de lancer cette commission engagement responsable avec vous ce matin. On a à cœur de construire quelque chose au-delà de cette matinée avec vous. Donc, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour travailler à donner les outils aux membres de Sportsora pour participer à ce mouvement de fond qu'on appelle de nos voeux et que la société appelle de ses voeux. Donc, n'hésitez pas à vous faire connaître auprès de nous pour participer à cette commission engagement responsable et pour qu'on puisse tous ensemble, collectivement, porter un vrai travail et engager toutes les parties prenantes de notre écosystème. Je voulais également conclure, on m'a demandé de passer le message de la prochaine webconférence qui ne concernera pas notre commission, mais qui vous intéressera certainement. Le 26 juin prochain, la prochaine webconférence de Sportsora sera sur le sujet de l'innovation au service du sport de demain, avec comme intervenant le FIS et la Formula E. Donc, j'espère que vous serez nombreux. Et nous, à la commission sport responsable, on vous retrouve pour un prochain workshop pour avancer sur ces thématiques-là et avoir des actions, et vous proposer des actions concrètes au sein de vos différents partenariats et activations. À très bientôt. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir, merci à tous. Merci, au revoir.